bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour cette dernière séance du cycle 2024-2025. Voilà. Alors, habituellement, on vous donne, lors de cette dernière conférence, le programme pour l'année prochaine. On a un petit contretemps, donc on ne pourra pas vous les distribuer aujourd'hui. Désolée. Mais je peux déjà vous appâter, je vais vous faire un teasing sur ce qui vous attend l'année prochaine. Donc on débutera en septembre par de l'archéologie autour de la gestion des collections archéologiques du SDAVO, du service départemental d'archéologie. Donc qu'est-ce qui se passe après la fouille? Que deviennent les objets? Comment sont-ils gérés? En novembre, nous aurons une conférence de M. Jean-Marc Morisseau sur le pouvoir au village au XVIIe siècle, donc, qui tournera autour de l'ouvrage qu'il vient d'écrire et de publier. En janvier, nous aurons alors un petit sujet un petit peu pas de côté, avec un sujet sur les châteaux d'eau du Val d'Oise. Voilà. En mars, on retourne sur l'archéologie avec une conférence autour du mobilier métal et verre trouvé à Pontoise sur l'emplacement du quartier Bossu. Voilà. En mai, nous aurons une conférence autour de la photographie. Et pour terminer l'année en juin, une étude, alors on sera entre l'archéologie et les archives, on aime bien faire ce genre de passerelle, autour de la grotte artificielle de Cormeilles en Parisis. Voilà. Donc, dès que le programme sera disponible, il sera sur notre site internet et distribué papier, voilà, disponible dans tous les lieux, médiathèques et lieux culturels du département. Donc, vous pourrez garder ça précieusement pour vos prochaines inscriptions. Pour terminer donc ce cycle 2024-2025, nous avons la joie d'accueillir Monsieur Pierrick Tigréa, donc archéologue, ingénieur chargé d'études au ministère de la Culture, donc affecté au service régional de l'archéologie, en charge de la carte archéologique plus précisément, et ancien collègue du département. Voilà, donc il nous fait le plaisir de venir aujourd'hui pour nous parler des paysages de guerre dans le Val d'Oise, plus particulièrement autour de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, merci beaucoup, je vous laisse la parole. Bonne conférence. Merci d'être aussi nombreux par ce beau temps et merci pour cette introduction, Madame Chapeau. Évidemment, une partie de ce que je vous présenterai ici est issue des travaux que j'ai pu mener au sein du service départemental d'archéologie du Val d'Oise. Et ce n'est qu'un juste retour que de venir aujourd'hui pour vous présenter une partie de ces résultats et leur continuation au travers de mes missions au service de l'État. Donc des vestiges contemporains, des conflits contemporains et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale sont découverts chaque année à l'occasion d'opérations archéologiques. Pour rappel du contexte, vous savez que depuis les lois de 2001 et 2003, chaque projet d'aménagement peut faire l'objet de fouilles archéologiques en amont de la construction. Ce sont des directions régionales des affaires culturelles auxquelles j'appartiens, qui, si elles le souhaitent, peuvent prescrire des diagnostics motivés. Pour exemple, dans le cadre de la restauration de l'église Notre-Dame de l'Assomption de Champagne-sur-Oise, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique liés à l'histoire du monument. Et donc, un arrêté a été prescrit pour faire une étude avant de mener ces travaux de restauration. Ces diagnostics représentent en réalité une toute petite part des 50 000 hectares qui sont chaque année artificialisés en France, puisque c'est seulement 7% de ces projets d'aménagement qui font l'objet d'archéologie préventive. Et de ces 7% de diagnostics, seulement 1%, comme vous l'avez cité, la très belle fouille de Pontoise, on va jusqu'aux fouilles archéologiques. Donc aujourd'hui, sur cette période contemporaine, ces couches archéologiques des conflits correspondent maintenant à un moment de l'histoire de sites qui sont intégrés par les archéologues dans des problématiques scientifiques. Pour le département du Val d'Oise, cette thématique de recherche constitue notamment la continuation et l'accentuation de dynamiques mises en œuvre par des archéologues. Là, vous avez l'exemple des vestiges qui ont aussi surpris les archéologues artistes sur une opération menée par Aurélien Lefebvre
par votre service départemental, où 2 chevaux en connexion anatomique avaient été enterrés dans une fosse avec les fragments d'une grenade incendiaire de l'armée allemande. En réalité, il s'agit d'une attaque perpétrée par des résistants le 21 août 1944 sur une brigade hippomobile allemande. Nous en reparlerons un peu plus tard. Des archéologues du service départemental, en lien avec l'ONF, notamment Patrice Rodriguez, ancien chef de service, avaient étudié, valorisé les données de la Première Guerre mondiale sur le camp retranché de Paris. Ici, vous avez la forêt de Montmorency, avec des milliers d'ouvrages militaires destinés à la défense de la capitale. Sur ce massif, vous reconnaissez les forts de Daumont, de Montélignon et de Montmorency, et vous voyez aussi sur le terrain quelles peuvent être les traces laissées par ces tranchées en prospection pédestre du camp retranché de Paris. Donc pour introduire le sujet de la Seconde Guerre mondiale, que j'estime marginalement connu du grand public, il sera d'abord abordé en 5 questions thématiques, qui sont des thématiques déjà fortes en Île-de-France, de l'archéologie des conflits contemporains, en portant l'attention sur les données des projets de recherche en cours. Cela renvoie notamment à ma contribution à la revue phare du ministère des Armées, Les Chemins de la Mémoire. Et vous avez en image la vue d'une plaque d'identité allemande, modèle 1915. Sur cette question, l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale, en 5 questions. Alors, quelle place l'archéologie des conflits contemporains occupe-t-elle dans le paysage de la recherche française ? Comme vous le savez, c'est une longue genèse en France qui a été impulsée autour d'une découverte en 1991 dans les bois de Saint-Rémy à Calonne, avec la fouille de la sépulture multiple où reposait avec 20 soldats l'écrivain Alain Fournier, ce qui a repoussé définitivement les limites chronologiques de l'archéologie pour investir le passé récent. En France, un nouveau champ est alors légitimé pour éclairer spécifiquement les conflits contemporains. Vous avez un extrait d'article de Ouest France sur ce mystère qui a plané longtemps sur la disparition de l'écrivain, auteur du Grand Maune en 1913, qui était à ce moment-là lieutenant au début de la Première Guerre, qui était porté disparu dès le début du conflit, le 22 septembre 1914. Son corps et celui des camarades ont été retrouvés dans un bois de la Meuse. Et c'est en fait une opération assez exceptionnelle, puisque décidée indépendamment d'une vraie problématique, plutôt sur un accord entre le ministère de la Culture en lien avec le secrétariat d'État aux anciens combattants. Et c'est une fouille qui a été confiée à Frédéric Adam, alors archéologue à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, et qui a été aidée par le service alors régional de Lorraine, qui est devenu service régional du Grand Est. Puis il y a eu un développement, grâce notamment à l'archéologie préventive que je citais en introduction, où ce mode de recherche mis en œuvre lors des travaux d'aménagement, et notamment des aménagements qui menacent de détruire des vestiges de notre histoire commune, ça a définitivement repoussé les limites à la Seconde Guerre mondiale, avec ici l'exemple à Bétigny, dans la Marne, d'un camp américain de prisonniers de guerre allemands. C'est nos confrères du service archéologique de Reims, Reims Métropole, qui, lors d'un diagnostic, ont découvert les vestiges du camp de prisonniers allemands, avec ici, vous voyez, ce qui ressemble à un fond de cabane du haut Moyen-Âge, mais qui en était un fond de tente de douche pour les prisonniers allemands. Aussi, l'archéologie des conflits contemporains éclaire toutes les formes concrètes de la guerre, moins renseignées par les sources écrites, avec des archives du sol inédites, toujours lues rigoureusement par des spécialistes, amateurs ou professionnels, et elle contribue récemment et de façon originale à cette histoire qui devient avec le temps un passé révolu par la disparition, comme vous le savez, des derniers témoins. Autre élément important, aujourd'hui, sur quel lieu les recherches se concentrent-elles plus particulièrement ? Alors évidemment, sur le territoire métropolitain, des témoignages pluriels sont visibles dans notre environnement. Plusieurs projets sont aujourd'hui élaborés par des groupes de chercheurs qui permettent de documenter ces sites sur le sol national. Vous avez l'exemple sur cette image d'une tranchée d'infanterie de camp en tranchée de Paris, à Moussil-Neuf, en Seine-et-Marne, qui était la couverture de la proposition de programme collectif de recherche en octobre 2019 par des archéologues. Alors ce qu'on appelle vulgairement dans notre jargon PCR. Donc ces projets collectifs regroupent des chercheurs qui
se réunissent, qui analysent la documentation sur une période ou une thématique, afin d'élaborer des synthèses régionales. Ici, vous avez ces archéologues qui relèvent de plusieurs institutions, un des rapports qui ont été aboutis, qui sont tous disponibles en open data, c'est-à-dire en données ouvertes sur la plateforme HAL. Et donc, vous avez sur cette couverture des images qui représentent un peu la diversité des sources qui sont mises en œuvre, comme un croquis côté d'un abri de tranchée. Vous avez un ensemble de monnaies qui a été retrouvé à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, lors de la fouille dirigée par Nicolas Varmé en août-octobre 2012, préalablement à la construction de logements sociaux. Et ce dépôt monétaire a un grand intérêt puisque ces pièces qui furent démonétisées au profit de l'occupant allemand étaient réquisitionnées pour le cuivre et le nickel. C'est devenu un métaux stratégique, ce copronickel. Et donc c'est un acte de résistance passive qui a été redécouvert à Gennevilliers puisque ce dépôt a été sciemment déposé en terre. C'est la dissimulation de près de 4,7 kg de cupronickel et qui est un témoignage de cette résidence civile qui est peut-être l'acte d'un auditeur de la BBC qui avait appelé en janvier 1941 à planquer les sous sur l'aire de « Savez-vous planter les choux ?» Vous avez plus classiquement une structure circulaire à avoir dans le Cher d'une plateforme fixe d'artillerie de défense aérienne du territoire. C'est l'ancêtre de la défense contre l'aviation, mieux connue sous le nom de DCA, avec une étude sur le terrain et documentaire menée par François Capron et Olivier Baucher de l'INRAP. Et enfin, plus classiquement, que vous pouvez retrouver aux archives départementales, des affiches, celle-ci du 29 août 1872, qui est au sujet des travaux de fortification et de défense, là au sujet de Bourges. Comme je dis, tous ces documents sont disponibles pour le grand public et les chercheurs sur la plateforme Marne. Donc vous l'aurez compris, la Normandie sur ces sujets-là était au départ la région plus active. Aujourd'hui, quand même mis en ligne cet inventaire réalisé entre 2015 et 2024 de ce patrimoine archéologique de la Seconde Guerre mondiale sur le site de l'Université de Caen. Mais d'autres régions aujourd'hui suivent ce pas. En exemple, sur les choses tout à fait particulières qu'a mis en avant le PCR normand, vous avez ce qu'on appelle un arboglyphe américain qui est daté de 1945, découvert à Lillebonne, en Seine-Maritime. Et donc, c'est un témoignage, pendant la Seconde Guerre mondiale, des gravures que pouvaient faire les soldats, et peut-être aussi les prisonniers, qui ont laissé de nombreuses traces de leur passage en signant leur nom sur les murs, dans le béton frais ou en gravant, comme ici, sur les arbres. Ce fut notamment le cas pour les soldats américains qui, avant leur retour au pays en 1945, furent stationnés en grand nombre dans ce qu'on appelait les camps cigarettes de Seine-Maritime à proximité du Havre. Et donc, ils ont abondamment signé sur les arbres de grands massifs forestiers. Et c'est un travail qu'il faut rendre à une étudiante anglaise, Chantelle Summerfield, qui a réalisé un travail universitaire entre 2008 et 2012 pour inventorier l'ensemble de ces traces laissées sur ces arbres des forêts normandes. Donc, deux autres régions assez dynamiques, en plus de la région Île-de-France et Centre-Val de Loire, autour de ce projet collectif coordonné par Gwenaëlle Mercé. Vous avez ici l'exemple d'un relevé d'une entité archéologique sur le site des Trois Frères, en Gironde, lors des prospections thématiques sur les vestiges des guerres mondiales sur la métropole bordelaise et l'estuaire de la Gironde. C'est un cliché de Quentin Baril, opérateur privé Hadès, qui depuis 2023, avec Jérémy Bonenfant du service archéologique de Bordeaux Métropole, mène des travaux d'inventaire sur ces vestiges des deux guerres mondiales. Il porte sur un territoire comprenant les communes de Soulac-sur-Mer et, comme ici, Verdon-sur-Mer. Autre exemple, l'inventaire des vestiges de la Seconde Guerre mondiale mené en Charente-Maritime. Vous pouvez voir en image les vestiges d'un embase d'un radar allemand de détection et de direction de tir encore conservés sur l'île de Ré. Donc les protocoles peuvent-ils différer de ceux établis pour les périodes plus anciennes lorsqu'il s'agit des conflits contemporains ? L'intérêt grandissant pour les vestiges des conflits contemporains n'implique pas des méthodes et des moyens mis en œuvre différents. Ainsi, les protocoles sur notre territoire résultent plus d'une évaluation en accord avec la démarche archéologique. L'étude des vestiges de la Seconde Guerre mondiale en Île-de-France repose donc sur une méthodologie rigoureuse, combinant des sources extrêmement variées et originales. Les chercheurs s'efforcent de croiser ces sources pour obtenir une vision les plus complète des vestiges. Ici, vous avez l'exemple de l'exploitation des données LIDAR sur la commune de La Roche-Guyon. Nous sommes donc sur le bois de la Roche. Et vous voyez des tranchées linéaires à Redan, donc
la lettre A, c'est les danchers à redans linéaires en contrebas du massif forestier. Vous avez en B des tranchées en ligne brisée changeant de direction dans les pentes, puis des tranchées à traverse, le C, dominant le plateau boisé. Et ces dernières correspondent au type dit tranchée refuge. De tels vestiges archéologiques sont généralement attribués à la période de la Première Guerre mondiale. Ces ouvrages défensifs d'infanterie du bois de la Roche pourraient être rattachés à ces traces de fortifications de campagne en marge des lignes connues pour 1914, et pas du tout, puisqu'il s'agit en vérité de vestiges qui sont associés au contexte local. Certains le savent, le 17 mai 1943, les Allemands s'installent au château de la Roche-Guyon. À partir de février 1944, le maréchal Erwin Rommel s'installe avec son quartier général après avoir été nommé responsable de la défense du mur de l'Atlantique. Et donc dans ce secteur, ces tranchées témoignent de la présence allemande. Et ce que vous avez en surbrillance avec un effet loupe, c'est par contre ce qu'on appelle des tranchées abris dont il sera question au niveau de la défense passive. Évidemment, on a parlé du terrestre, mais cette archéologie s'applique aussi sous les eaux. Les vestiges maritimes du débarquement de Normandie sont largement inventoriés. Au premier plan de ce travail, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, connu sous le nom de DRASM, qui a cartographié en détail pour notamment mieux protéger les épaves, bateaux, barges, sous-marins, avions et tanks liés à l'opération Overlord. Là, vous avez l'image d'une barge-citerne coulée au large des plages du débarquement. Et donc, c'est un travail qui a été débuté dès 2020 par les plongeurs, hydrographes, historiens et archéologues, qu'ils soient américains, anglais, canadiens ou ici français. Alors, quelles informations nouvelles tirées de ces vestiges des combats des corps exhumés ? Les études sur l'archéologie des conflits contemporains reposent, vous l'avez vu, sur une méthode systématique et collaborative combinant l'inventaire normalisé, les études thématiques approfondies, l'exploitation rigoureuse des archives et l'intégration avancée des données. En quelques décennies, les apports de cette discipline nouvelle et dynamique ont permis de l'inscrire dans les programmes de recherche officiels de l'archéologie française, révélant parfois des traces plus fugaces à l'image des inscriptions et des graffitis. En exemple de cette programmation nationale, une image à Cancale de la Pointe du Grand, où vous pouvez voir des graffitis tracés par les forces françaises de l'intérieur, des maquis de l'arrière-pays malouin, sur les murs d'un bunker allemand. Autre exemple, en 2025, une journée d'études a eu lieu pour rendre compte de la compréhension des impacts durables des conflits sur les territoires et ces sociétés. Dans cette même dynamique, de nouveaux programmes régionaux, comme vous l'avez vu du côté de Bordeaux ou Pays de la Loire, ont émergé sur ces dernières années. Cette journée d'études, dont vous voyez l'affiche, a été organisée par le projet collectif Archéologie des conflits contemporains en région Île-de-France et Centre-Val de Loire. Et l'ensemble des ressources sont en ligne, comme les vidéos des participants, avec un focus particulier sur les questions de vocabulaire qui constituent une problématique transversale aux territoires et aux institutions. Autre et dernière question, quelle valorisation régionale en termes de tourisme de mémoire les recherches peuvent-elles permettre ? Les différents sites et vestiges matériels sont à associer, évidemment, comme la conférence précédente, aux enjeux mémoriels à mesure que les témoins directs de cette guerre disparaissent. Les opérations archéologiques, dans le cadre notamment de projets de restauration, s'inscrivent dans l'étude et la protection de ce patrimoine récent. Vous avez peut-être entendu parler de Niedweiler-Struthof, où il y a actuellement des opérations d'archéologie programmées qui sont en lien avec le centre de concentration nazi et mené dans le cadre du projet de restauration et d'aménagement du centre européen du résistant déporté. Et donc, un autre centre d'internement, pendant la Seconde Guerre mondiale, certains le savent peut-être, l'ancien sanatorium d'Incourt a servi de camp de détention, d'abord au début de la guerre pour les militants communistes, puis est devenu un camp de femmes en transit vers Drancy. Une bizarrerie patrimoniale, puisque si le site est protégé dès 1999 au titre de son architecture, sans aucune mention de son utilisation comme camp durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis le 60e anniversaire de l'opération Overlord, les pouvoirs politiques cherchent sans cesse à améliorer le tourisme mémorial de la Seconde Guerre mondiale. En Normandie, région toujours pionnière, les archéologues sont largement rompus à l'analyse de ces vestiges et ont participé au dépôt du projet pour reconnaître les plages du débarquement de Normandie comme patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est toujours démontrer la nécessité de continuer à entreprendre la sauvegarde de ces vestiges contemporains qui demeurent, paradoxalement, un patrimoine en danger, notamment par l'érosion du littoral, l'aménagement du territoire ou les destructions volontaires. C'était une longue introduction pour parler de cette thématique, qui est une thématique que je maîtrise, mais qui n'est pas forcément bien connue du grand public. Je vais rappeler aussi le cadre de cette étude, qui est l'ancienne Seine-et-Oise. Dans le cadre du développement de ces recherches, il s'agit de présenter ici les dynamiques mises en œuvre pour comprendre l'existence archéologique de la Seconde Guerre mondiale dans le Val d'Oise, de l'occupation allemande et la façon dont elle a modifié le contrôle des espaces une fois ceux-ci incorporés à son territoire militaire. Là, vous avez à savoir le Val d'Oise, mais le Val d'Oise qui est né du redécoupage de la région parisienne. L'organisation territoriale est donc différente de celle de la Seconde Guerre. C'est par la loi du 10 juillet 1964 qu'aux anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise succède le département commune de Paris, constitué de 20 arrondissements, et de 6 nouveaux départements issus d'un redécoupage de la Seine et de la Seine-et-Oise. La Seine-et-Marne demeure, elle, inchangée. Il s'agira donc aujourd'hui de l'histoire d'une partie de la Seine-et-Oise lorsqu'on parlera d'archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Une esquisse aussi de l'organisation des infrastructures de défense de 1935. L'actuel département du Val d'Oise est alors divisé en 2 groupements de défense aérienne de Paris, le groupement nord-ouest et le groupement nord-est. C'est un état des lieux, un des points de défense à partir des archives acquises au service historique de la défense par Olivier Boucher de l'INRAP. Et on commence à explorer aussi la manière dont le paysage militaire a été conceptualisé par les Français de manière plus large que le simple champ de bataille. Et vous pouvez le voir, certains forts du département ont joué un rôle en tant que point de commandement de groupe. Vous le savez, hein, c'est un peu l'hérésie autour de ce patrimoine militaire que représentent les forts aujourd'hui, établi dès 1830 sur la logique qu'il faut défendre la capitale, avec un second mouvement de construction en 1870, c'est les fameux forts dits serrés de Rivière, qui vont de pair ensuite avec l'enceinte de Thiers, qui sera, elle, détruite dès 1919 et dont la fin de la destruction sera en 1929. Et donc ces forts, si on ne sait pas encore le rôle joué réellement au moment de mai-juin 1940, font partie en tout cas du dispositif. Et on le sait tristement, comme pour le fort de Romainville, que ça a été aussi le lieu de détention de certains résistants, voire pour le Mont Valérien, de mort pour beaucoup d'entre eux. Évidemment, comment ne pas débuter cette archéologie de la Seconde Guerre mondiale sans évoquer la période de mai-juin 1940, avec, pour le Val d'Oise, les événements de la guerre qui ont commencé par des bombardements de Pontoise du 7 juin 1940 au 10 juin 1940, puis encore au 11 juin. De nombreux lieux valdoisiens sont détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, sans compter les ponts minés par le génie français afin de ralentir l'armée allemande, ce qui n'empêche tout de même pas les troupes de s'installer à Caserne Bossu et de bombarder la ville avec la disparition des archives et de l'Hôtel-Dieu à cette occasion. De même, pour sourcer ce travail, on a utilisé les bases nominatives du service historique de la défense en données ouvertes sur le mémoire des armes, avec le fichier d'état civil de la Seconde Guerre mondiale et des fichiers victimes collatérales s'ils vident les combats, qui permettent de cartographier justement les lieux où il y a eu des dommages et surtout des pertes et victimes. Donc la bataille ou campagne de France a comme bilan stratégique pour le Val d'Oise ce que vous voyez ici, avec un Pontoise, des importants bombardements qui vont voir de nombreux militaires tués, et puis l'épisode à l'Isle-Adam du 10 au 12 juin 1940, avec l'épreuve du feu dans ce secteur pour la défense et le franchissement de l'Oise. Des violents combats se déroulèrent entre la 8e division allemande et les troupes françaises de la 13e division d'infanterie, qui s'étaient repliées après s'être battues sur la Somme les 5 et 6 juin 1940. Pour évoquer la Seconde Guerre mondiale, évidemment, parlons d'abord de la défense passive. L'archéologie apporte un aspect matériel qui vient s'ajouter aux archives et aux témoignages récoltés. Les autorités françaises sont conscientes de la vulnérabilité des civils face aux bombardements qui peuvent maintenant frapper la population même loin du front. Vous avez là un extrait d'Alerte aux avions, qui est un manuel bien connu, rédigé par les services de la Défense et de l'Éducation nationale en 1940. Il s'agit du manuel
élémentaire de défense passive contre les attaques aériennes, avec des célèbres illustrations de Marcel Jean-Jean, peintre du département de l'Air. C'était destiné aux élèves des écoles primaires qui devaient servir également à leurs maîtres et à leurs parents dans ce cadre d'un programme d'enseignement au premier degré d'une durée de 12 heures, dont le danger aérien. Les autorités françaises ainsi élaborent une stratégie de protection qui s'organise autour de la défense aérienne du territoire. Vous avez vu en introduction le premier volet qui est la défense active qui repose sur des batteries de défense contre avions. Et puis, il y a également la défense passive qui est destinée à protéger la population et définir les moyens prévus pour la protéger. En France, avec la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation, en temps de guerre, la défense passive devient obligatoire sur tout le territoire. Et donc, à la déclaration de guerre, les principales villes du Val-d'Oise sont dotées de plans de défense passive. Chaque commune est divisée en secteurs avec des abris, des postes de secours, des équipements contre les attaques chimiques. Certaines infrastructures font l'objet de dispositions particulières en fonction de leur situation et de leur importance stratégique au cours de la guerre. Certaines seront détruites, mais la plupart vont être reprises par les Allemands. Ainsi, les plans de défense passive vont évoluer tout au long du conflit. En exemple, hors Val d'Oise, vous avez à la forêt domaniale de Meudon, proche et en lisière d'une usine, ce que vous pouvez voir sur ces images lidar, des anomalies de relief qui sont en réalité des plans de tranchées abris, ici à Redans, dont la longueur de chaque élément mesure entre 8 et 9 mètres. Autre exemple, ici dans la banlieue parisienne, avec le travail mené par Nicolas Suamian de l'INRAP. Donc Nanterre, avec ses nombreuses usines, ne fut pas épargnée par les différentes campagnes de bombardement aérien alliés. Et depuis quelques années, en fait, les vestiges liés au programme de prévention et de protection de populations civiles refont surface de ces installations sous la forme de consolidation de lieux préexistants, mais aussi de caves, mais aussi vous avez des tunnels et des carrières. Ici, l'exemple pour une guerre chimique qui était annoncée, un parcours pour les cheminots qui se mettent à l'abri à Nanterre, le premier contagieux à l'Hypéride pour les victimes de gaz et le second parcours contagieux pour les autres réfugiés. Vous avez à l'entrée de l'abri, en amont de l'aménagement, un système de ventilation. À 1 kilomètre, toujours à Nanterre, les employés de la papeterie de la Seine, logés sur place, ont bénéficié de la construction tardive, ici en 1942, d'une tranchée abri destinée à mettre leur famille à l'abri des bombardements. L'observation minutieuse de toutes ces marques présentes sur les murs et le sol ont permis de reconstituer le mode d'occupation de cette tranchée en restituant l'emplacement des bancs, des systèmes électriques et d'évacuation des eaux. Donc c'est une tranchée ici abri dite en chicane. Les nombreuses opérations archéologiques effectuées permettent de révéler cet aspect souvent méconnu de ce passé récent, dont les vestiges ont soit disparu, soit se sont fondus dans le paysage actuel. En témoignent 2 découvertes fortuites en 2025, l'une à Saint-Ouen-l'Aumône et l'autre à Melun, où ça a été la redécouverte et la mémoire perdue en 50 ans de ces témoignages de la défense passive. Lorsqu'on parle de défense, et notamment de défense française, ici est évoquée la défense passive. Il faut évidemment parler pour le Val d'Oise de la ligne Chevineau, un objet d'étude qui s'est grevé à l'archéologie. La bibliographie disponible sur ce sujet est mince, en dépit des travaux pionniers d'un amateur, Philippe Buscard. Donc c'est l'une des dernières fortifications françaises permanentes. Elle est interrogée en coexistence entre l'objet de protéger à nouveau Paris et l'équipement des frontières avec la ligne fortifiée moderne que vous connaissez mieux, la ligne Maginot, qui elle s'est développée autour de la frontière française. La ligne Chevineau, elle, c'est une ligne autour de la capitale qui aura pris un retard considérable en raison de l'effort prioritaire qu'avait demandé par l'équipement des frontières et la mécanisation des forces armées. Donc le général Chevineau, directeur du génie de la région de Paris, est missionné pour sa réalisation. Sa construction est allée sur 9 mois, avec un gros œuvre qui sera achevé en mars 1940. Il faut savoir que cette ligne, les plans en avaient été dressés dès 1931 et vont être changés, notamment par le général Biot en 1938, qui va faire passer cette ligne de 250 km à plus que 150 km pour réduire les forces nécessaires à sa défense.
Il reste peu de traces archéologiques de mai-juin 1940 et cette ligne en fait partie et reste encore relativement méconnue, mais reste très visible. Ici, vous avez une des boucles de l'Oise avant la construction de la ville nouvelle de Cergy. Vous voyez sur ce cliché de 1949 d'une mission sur Pontoise un large tracé blanchâtre rectiligne orienté nord-est-sud-est qui indique ces artefacts contemporains, qui est en fait un fossé de défense anti-char comblé. Là, je l'ai surligné, avec une opération qui a été menée par le SDAVO, qui a permis de mettre en lumière une partie de ce fossé. Ce fossé anti-char, la ligne Chevineau, a donc été redécouvert une première fois en 2008, puis en 2011 par Aurélien Lefebvre. Les services de l'État auxquels j'appartiens avaient été alertés et ont considéré que les travaux envisagés étaient susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Je cite position de la boucle de l'Oise, possible vestige de 1940. Vous avez la localisation de cette opération. Et donc, les travaux menés par Aurélien Lefebvre et son équipe du service départemental a permis de mettre en lumière et de redécouvrir ce fossé anti-char destiné à ralentir l'avancée allemande. C'est donc grâce à ce diagnostic, à la Garenne de Neuville, qu'on a pu voir que cet ouvrage défensif de 4 à 5 mètres de large, avec des bords rectilignes, avait pu être mis en place par l'armée française, mais n'avait, comme vous l'avez vu sur cette drôle de guerre, peu servi au final. Les services de l'État, en lien avec la connaissance des travaux de Philippe Bescard, ont mené récemment un inventaire des vestiges toujours présents, 74 sites pour le Val d'Oise, de ces bunkers, de cette ligne française installée et qui a servi en toute petite partie pour mai-juin 40. Là, vous avez le secteur d'Éragny, Pontoise et Saint-Ouen-l'Aumône, avec une partie typologique bien connue pour ce type de fortification. Là, vous avez, par exemple, en photo, au bord du centre carrossable rue des Coteaux à Neuville-sur-Oise, un abri bouclier pour canon, anti-char de 25 mm, avec l'embrasure de tir, ou encore, au lieu-dit les Belles Hâtes, au boulevard Condorcet, tout près de la ligne de chemin de fer, cette tourelle pour mitrailleuse Hotchkiss vue en plein champ. Et donc il faut imaginer qu'il reste encore une grande partie de ces ouvrages. Je vous ai parlé de la méconnaissance que l'on a de ce qui a pu être le rôle des anciens forts concernant l'aspect de cette période mai-juin 1940. Ce qu'il faut retenir, c'est en tout cas, on sait par les historiens, qu'une partie de l'armistice a été décidée au fort des Coins, dans le Val d'Oise. Une grande partie du travail mené par les archéologues touche plus la partie de l'occupation allemande, et notamment, grâce à la technologie LIDAR, toute la question logistique qui s'est implantée au sein des massifs forestiers valdoisiens, des infrastructures, et notamment des infrastructures de la Luftwaffe. Lorsqu'on discute avec nos confrères normands, c'est la grande particularité, c'est que si la Normandie est en grande partie en charge de la Wehrmacht, donc de l'armée de terre, le Val d'Oise, lui, est en grande partie sous la gestion de la Luftwaffe. Là, vous avez un programme de prospection qui a été mené par les services de l'État avec la collaboration du SDAVO, l'ancien forestier Denis Vardon, un historien militaire aussi David Campbell-Wells, sur le massif de l'Isle-Adam, sur lesquels on s'est appuyé sur les données disponibles de l'IGN, donc de l'Institut national de l'information géographique, qui étaient déjà disponibles en flux. On va avoir évidemment toute l'arrivée du LIDAR HD qui va renouveler aussi notre vision du territoire. Et donc là, vous avez à la localisation du bois de Cassan, le milieu forestier qui a bénéficié de cette méthode de télédétection, donc ce laser aéroporté qui balaye le sol et permet en fait de s'affranchir de la canopée pour voir les anomalies sous ce couvert végétal. Et pour la grande partie, ces anomalies correspondent à des sites archéologiques. C'est comme ça, sous ce massif du Val d'Oise, que l'on découvre une occupation antique. Et ici, il s'agit pour la plupart de l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'analyse des pentes obtenues à partir de ces données-là
a permis de mettre en lumière les vestiges d'un dépôt sous le contrôle de la Luftwaffe installé dans les bois. Non seulement 300 bâtiments en briques de béton semi-enterrés servent de base d'approvisionnement au V1, au stockage d'autres munitions, notamment des torpilles marines, mais encore le site est protégé et des réseaux ferrés relient les installations. Ici, vous avez l'exemple du réseau ferré et en rouge, le réseau ferré désaffecté. Et ici, un des rares exemples en fait, des modifications des infrastructures par l'occupant allemand, avec ce diverticule de Puy-Mériel d'une ligne ferrée qui vient servir ce dépôt de munitions. En outre, ces infrastructures, évidemment, les trous de bombes marquent les importantes missions stratégiques menées par les Alliés dès le 5 juillet 1944 et de cela de manière continue. Ici, vous avez l'exemple de ces analyses de données issues des archives des observateurs aériens de l'armée anglaise. Donc avec des clichés très nombreux, puisqu'en général, vous avez des clichés avant bombardement, pendant bombardement et après bombardement pour évaluer les résultats des raids. En exemple, ce type de vestiges qui sont encore visibles lorsque vous promenez dans ce bois de Cassan, qui sont donc ces anciens bunkers qui étaient destinés à recueillir une grande partie des munitions nécessaires à l'effort de guerre allemand pour les côtes normandes, vous l'aurez compris, autour des sites de lancement V1, V2, mais aussi pour l'approvisionnement local, notamment aussi des avions allemands. Vous avez ici un témoignage de ce que représente la carte des densités que l'on peut faire aujourd'hui des trous de bombes sur ce massif forestier, sur lequel, dans le cadre de cette opération de prospection, a été menée ici une étude documentaire avec René Boteau et Dominique Vardon pour avoir une image de ce que pouvait être, après les bombardements et la désertion du site par la Luftwaffe, l'état de ce massif forestier. Donc là, juste après 1944, avec la destruction d'une partie de ce réseau ferré. Il ne sera pas question des aérodromes, puisque ça aurait été presque le sujet d'une conférence à elle seule, cette thématique. En tout cas, l'on sait que dans le Val d'Oise, on a de nombreuses cibles d'exercice, avec plusieurs sites d'entraînement de la Luftwaffe. Dans les terrains récemment acquis par le département du Val d'Oise, à Vétheuil, Follainville, Denmont, il y a 2 cibles représentant des bateaux, dont une est entourée de blocs. Évidemment, on ne pouvait pas parler de ce massif forestier sans parler de la voûte en béton datant de la Seconde Guerre mondiale, qui se déploie aussi dans le bois du Chêné, à 3 km au centre de la commune de Vétheuil. La voûte fait partie d'un site plus large dédié à l'entraînement du bombardement de la Luftwaffe, celui-ci aménagé à partir de 1941. Vous avez une photographie aérienne verticale sur laquelle on voit une partie de cette cible naviforme avec cette arche et une bombe d'exercice en béton de 50 kg sur le site d'entraînement du Bois des Chênés. La voûte en elle-même aurait été construite sous l'égide de l'organisation TOT par l'entreprise allemande Karl Brandt. C'est une base aérienne qui était installée depuis 1940 dans la commune de Cormeilles-en-Vexin, qui utilisait ce site d'entraînement à une trentaine de kilomètres. Donc c'est l'ancien aérodrome qui avait été créé, lui, par l'armée française en 1937. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées quant à l'existence de cette voûte. Hangar de stockage, test de l'efficacité du dispositif de défense ou abri d'usine temporaire. Tout le secteur du Bois des Chênés, entre les communes de Saint-Cyr-en-Artise, Vétheuil, Follainville, Denmont et Fontenay-Saint-Père dans les Yvelines, est réquisitionné par la Luftwaffe. Le site était entouré d'une dizaine de miradors permettant l'observation des tirs de mitrailleuses et de lâcher des bombes d'exercice en béton de 50, 250 et 400 kg. Il faut imaginer que durant les exercices, au bombardement de précision, les accès sont barrés, les panneaux affichés et les municipalités prévenues. Le site est maintenant arboré, mais largement perclus de trous de bombes et de vestiges de bombes d'exercice en béton. Un exemple de ces cibles visibles par l'interprétation des clichés, où on voit distinctement la cible et le chiffre romain 2 indiqué juste à côté de cette cible. On sait par ailleurs qu'il y a eu des accidents, notamment un relevé le 30 mai 1943, lorsqu'un bombardier Junker s'écrasa durant l'exercice.
Donc ces structures ont été identifiées par photo-interprétation avec une cible naviforme de 110 mètres de longueur et 30 mètres de largeur à Follainville-d'Ennemont au sud du bois de Chênay. Cette cible naviforme entourée de blocs de 110 mètres de longueur et 25 mètres de largeur ainsi qu'une structure de 50 mètres de longueur et 30 mètres de largeur formant le chiffre romain 2. En mobilier, là c'est un cliché du centre de recherche archéologique du Vexin français et plus particulièrement de son président Stéphane Renard. Des bombes d'exercice en béton sont toujours présentes sur ce site d'entraînement du bois de Chênay. Il faut imaginer qu'il y a une fente de logement, deux fumigènes et un trou pouvant recevoir un anneau, c'est la patte de suspension, ce qui permettait de rendre visible des airs la réussite ou pas de cet exercice. Donc ces avions étaient essentiellement équipés de ces bombes d'exercice d'usage unique avec sur le sol et des airs l'observation des résultats. On ne peut pas évoquer cette occupation allemande sans évoquer évidemment la résistance et les réseaux de résistants qui se forment à travers le Val d'Oise dans cette France occupée. Là, vous avez une carte thématique sur résister en Val d'Oise avec un focus fait sur l'année 1944. Vous pouvez avoir en noir le nombre de fusillés pour acte de résistance et les symboles de détonation, c'est les résistants qui sont qualifiés comme morts au combat. En exemple, le 18-20 juin, 11 patriotes ont été fusillés dans une carrière de l'Isle-Adam à coups de mitraillette. Déjà évoqué, à Artise, c'est les fragments d'une grenade incendiaire de l'armée allemande, Brandflasche, qui a été découvert sur le squelette des chevaux, qui ont permis de rattacher ces restes à un événement survenu en 1944. Les deux animaux ont sans doute péri dans l'attaque menée le 21 août par un groupe local de résistants contre une brigade hippomobile allemand. À quelques kilomètres de là, un monument rappelle les 15 otages fusillés le lendemain dans un champ de charbon. Durant cette occupation, la population civile, je l'ai évoqué avec les dispositifs de défense passive, mais mis en place par la France et ensuite poursuivis par l'occupant, la population civile est fortement impactée par les raids alliés. Sous l'occupation allemande, les Alliés ont mené de nombreux raids aériens sur l'actuelle Val d'Oise, visant principalement toutes les infrastructures stratégiques utilisées par l'armée. Ces bombardements, bien que destinés à affaiblir l'ennemi, ont souvent touché des zones civiles, provoquant de lourdes pertes humaines et destructions importantes. Ici, c'est une présentation sommaire des couches de données bombardement aérien pendant la Seconde Guerre mondiale. Les données sont issues de l'inventaire mené par les Américains sur la base Thor, Theater History of Operation, du département américain de la Défense. Et donc, c'est tout l'état des opérations, qui est une base enrichie, qui va jusqu'aux munitions non explosées en Asie du Sud-Est, qui compile en fait les missions menées par les Anglais et les Alliés sur l'ensemble des territoires qui ont fait l'objet d'opérations jusqu'à la guerre du Vietnam. Donc ça vous montre aussi la variété de ces formes. Et certains érudits et historiens le savent. Pourquoi on retrouve dans le Vexin 25 bombardements ? Puisqu'il s'agit en réalité de Nucourt, qui était le troisième site européen de stockage de munitions V1. Et lorsque l'armée allemande perd la troisième dimension de ce qu'était devenu la guerre, c'est-à-dire le ciel, et qu'elle manque de pilotes, elle décide de choisir ce qui deviendra une grande partie de la conquête spatiale, c'est-à-dire des bombes autonomes qui sont lancées en Angleterre. Et donc une partie de ces munitions destinées aux rampes de lancement normandes sont conservées dans le Val d'Oise. Vous avez, pour vous donner un exemple de ces bombardements, une des interprétation qui a été menée sur ces fichiers de National Collection of Aerial Photography, qui est un mémorial vivant du personnel militaire impliqué dans la reconnaissance photographique. Et ici, en exemple, le 13e escadron de reconnaissance photographique, l'aérodrome de Persan-Beaumont, sur les communes de Berne-sur-Oise et de Bruyères-sur-Oise, qui a été les cibles de raids importantes. Et là, il s'agit simplement des trous de bombes observés le 15 août 1944. Autre raid, je vous ai mentionné, sur Nucourt, donc à Magny-en-Vexin à l'ouest, Belley-en-Vexin au sud-est et Seran dans l'Oise
au nord-ouest, avec des attaques spécifiques qu'a connu ce site stratégique d'approvisionnement des armes, situé dans les carrières. Rien que pour ce bombardement, c'est 1591 impacts de bombes. Le site de stockage avait été conçu pour résister, et malgré la supériorité dans les airs des Alliés, la destruction des sites a été pratiquement nulle. Et donc, c'est plutôt la destruction des rampes qui a été efficace que de viser ce site-là. Je vous ai parlé du site de l'Isle-Adam comme lieu de stockage. Ici, il s'agit des traces du conflit réalisées à partir des données LIDAR que je vous ai présentées, mais uniquement en prenant en compte les trous de bombes marquant aussi les importants raids des Alliés sur ce dépôt. De cette façon, à travers plusieurs exemples qui confrontent les données des archives et de l'archéologie, cela apporte des informations en lien avec les faits de la Seconde Guerre mondiale, et cette nouvelle couche d'informations est intégrée par les archéologues dans les risques pyrotechniques, évidemment, mais aussi dans des problématiques scientifiques afin de reconstituer le cadre et les stigmates de ce conflit contemporain qui a modifié et altéré le paysage, partiellement ou totalement. L'exemple de Nucourt, encore une fois, en s'appuyant sur les archives de dommages de guerre conservées aux archives départementales, qui recensent en fait tous les dommages de ces traces de bombardement subis par les communes du Val d'Oise et donnant lieu à des réparations. Ici, la carte de destruction de Nucourt et le recensement de toutes les conséquences sur le village pour chaque raid aérien. Vous avez bien aussi la déclaration de sinistre qui correspond à des dommages agricoles avec des bâtiments endommagés d'une ferme, que des rapports d'expertise des dommages industriels et commerciaux pour le pauvre café et restaurant de la gare, qui a une perte totale des bâtiments, d'outillage et de petits outillages et des stocks, où bien des villes reconstruites ne portent plus estimable de ces bombardements. Pourtant, des territoires comme Nucourt ont subi des destructions massives. Et des exemples intéressants de ces traces de ces bombardements, avec les choix aussi très rares, mais qui ont été menés dans le Val d'Oise, de conserver pour expliquer l'impossibilité ou le non-choix de la reconstruction, avec une volonté de valoriser la mémoire du lieu et de son histoire, avec une transmission de cette histoire du paysage militarisé. Ici, l'église paroissiale de Bantelus, à partir d'un cliché de la médiathèque du patrimoine réalisée par Emmanuel Ouima, et qui témoigne des traces après bombardement de cette église paroissiale qui, elle, n'a jamais fait l'objet de reconstruction. Élément important puisque c'est une des rares ruines de guerre du département du Val d'Oise qui demeure aujourd'hui encore en l'état. En définitive, avec ces quelques exemples et réflexions dans le Val d'Oise autour des pratiques de l'archéologie, il s'agit de démontrer comment l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale occupe une nouvelle place dans le paysage de la recherche. C'est ainsi que de nouvelles perspectives se développent, comme celui évoqué en introduction des sites d'enfermement. À un cours, ce centre dit centre de séjour surveillé, qui a été créé dès le 5 octobre 1940, en grande partie pour les opposants politiques, était isolé sur le plateau du Vexin, et donc évitait nombre de visites aux internés, mais aussi rendait très difficile leur ravitaillement. Il faut comprendre que sur ce sanatorium qui comprenait 3 bâtiments, tous de la même forme, 220 mètres de long sur 12 mètres de large, seul celui marqué en rouge a été utilisé d'abord pour les hommes malades. Donc il faut savoir qu'au départ c'était une capacité de 150 lits pour les malades, et qu'en fait, au niveau des internés, on le sait par plusieurs rapports, que le 3 février 1942, c'est 425 personnes qui sont internées, avec un pic en juin 1941, où l'effectif a atteint le maximum de 679 internés, gardés par 4 pelotons de gendarmerie, donc entre 80 et 120 gendarmes. Le camp, lui, était entouré d'un quadruple réseau de fils barbelés de 6 mètres de large, surveillés par des sentinelles dans des guérites distance de 30 mètres. Sur cette thématique de l'archéologie contemporaine que je vous ai présentée, notamment les acquis dans le Val d'Oise grâce aux travaux menés avec le SDAVO et dans le cadre du projet collectif de recherche sur l'archéologie conflit contemporain, il faut aussi comprendre qu'il y a une nécessité de continuer à entreprendre l'inventaire de ces vestiges contemporains qui demeurent, et c'est bon de le rappeler, paradoxalement un patrimoine en danger, car difficilement assimilé comme un patrimoine archéologique ou historique. Ce patrimoine disparaît progressivement, vous l'avez vu
pour la partie littorale au gré des érosions, mais aussi au gré des aménagements du territoire, des pillages et des destructions volontaires. Lorsqu'il s'agissait tout à l'heure d'évoquer la ligne Chevinot et ses 74 sites du groupement ouest du Val d'Oise, certains ont déjà fait l'objet de destruction. Ici, vous avez l'exemple d'une plaque créée par la ville de Saint-Ouen-l'Aumône pour signaler au public l'existence de cet ouvrage qui a été détruit dans les années 2000. Je vous remercie pour votre écoute et je suis prêt à écouter vos questions. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Dans les premiers clichés, vous nous avez montré la forêt de Montmorency. Vous pouvez nous expliquer un peu les tranchées qu'on voyait de la Première Guerre mondiale? Oui, tout à fait. Alors, je vous ai dressé un panorama rapide de la théorie des défenses de la capitale. Et donc, à l'orée de la Première Guerre mondiale, les défenses de Paris sont en grande partie réalisées. C'est un camp retranché d'environ 350 km de tranchées creusées, ponctuées par la présence des forts et de redoutes. C'est un sujet sur lequel a travaillé Patrice Rodriguez, ancien chef de service du Val d'Oise avec l'ONF, au sujet notamment de la forêt de Montmorency, qui, si aujourd'hui fait partie des forêts fortement touchées par un champignon, conserve surtout d'importants vestiges de la Première Guerre mondiale. Comme on le sait, le front va très vite s'arrêter au nord-est de la France, mais il faut savoir qu'en réalité, de nombreux aménagements vont être réalisés, avec l'avancée la plus forte sera faite par un régiment de hussards dans le nord du Val d'Oise en 1914, avant très vite d'être poussé aux marges de l'Île-de-France. Et donc finalement, on a l'ensemble des vestiges de ce camp retranché de Paris qui a été valorisé par la mission du centenaire, lors de la mission du centenaire, qui fait partie en fait de ce que retrouvent au quotidien les archéologues, qui sont ces tranchées de la Première Guerre mondiale, qui n'ont pas connu de combat, mais qui ont été réalisées en prévision de la défense de la capitale. Et vous avez une histoire à nous proposer, par exemple, qu'est-ce que c'était comme manœuvre, comment ils faisaient les sillons dans le... Alors c'était des tranchées creusées à la main par les troupes du génie, les troupes de territoriaux. Et donc vous avez un certain nombre de ces témoignages photographiques qui sont disponibles sur les bases du ministère de la Défense, qui viennent témoigner de la réalisation jusqu'à par main de ces tranchées. Et donc il y a plusieurs lignes défensives, notamment celle qui coupe le Val d'Oise, qui s'appelle la ligne Gallieni, qui parcourt en fait la plupart des communes. Et donc au-delà de ce qui reste en élévation, qui sont ces forts, il faut imaginer que chacun de ces forts, entre eux, vous avez plusieurs lignes, donc qui correspond évidemment à une organisation de ces structures à la Première Guerre mondiale, avec une ligne de première front, une deuxième ligne, et puis des réseaux qui viennent aussi rejoindre ces différentes lignes. Donc c'est... C'était pour faire passer des hommes? En fait, c'était dans la prévision que, et ce qui a fait être le cas, si le choix allemand n'avait pas été de contourner Paris, c'était des tranchées qui étaient prévues pour être des tranchées actives en cas d'arrivée de l'armée allemande. Enfin, l'armée, pour le coup, prussienne. En forêt de Molignon, là, on voit bien, c'est un très tranché. Ah, c'est pas étonnant. Et en fait, il faut imaginer que, du coup, vous avez des centaines de kilomètres de tranchées qui n'ont pas été utilisées, mais qui ont été réalisées jusqu'en 1914. Merci. Bonjour. On avait accueilli aux archives départementales du Val d'Oise au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale, effectivement l'exposition conçue avec l'ONF sur le camp retranché de Paris. Et on avait également acheté dans les collections des archives 2 petites aquarelles qui montrent les tranchées elles-mêmes, les abris, avec les soldats dedans. Et on n'aurait pas... Enfin, c'était des aquarelles qu'on aurait imaginées sur le front de l'Est, mais c'était bien des tranchées
dans la région de Bessancourt, étayé exactement de la même façon et avec un réseau ferroviaire qui n'est pas resté puisqu'ensuite il a été démonté, mais qui permettait d'approvisionner en munitions ou en provisions ces petites redoutes qui parsemaient l'intégralité du territoire. Et c'est un petit peu la particularité en fait de cette logique de ligne de défense, c'est que c'est pour ça que je souhaitais parler de la ligne Chauvinot aussi, c'est qu'en réalité, dès la Révolution française, lorsque le premier comité de défense se met en place en 1792 et que l'on a peur que les différents royaumes européens se retournent et arrivent à démanteler ce qui avait été souhaité par la Révolution, on va réfléchir à comment défendre la capitale. Donc, dès 1830, il y a une première série de forts qui sont construits, avec un important verrou qui est vu autour de Saint-Denis, avec des zones inondables qui sont prévues. Et donc, c'est quand vous prenez la ligne H qui dessert le Val d'Oise, vous passez par le fort de la Briche qui a été décidé en 1830. Vous avez ensuite cette seconde phase des forts serrés de rivière qui viennent compléter cette ligne de défense autour de Paris avec l'enceinte de Thiers. Et donc, il faut imaginer que ces forts, à l'orée de la Première Guerre mondiale, vont être vraiment accompagnés de dispositifs plus souples, de tranchées, de redoutes, et que c'est vraiment des centaines de kilomètres de tranchées. Et on n'imagine pas, au-delà de la bataille de la Marne, qu'en réalité, le paysage de la Première Guerre mondiale est marqué aussi sur le département. Et c'est finalement une pensée qui a peu changé jusqu'à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de toujours défendre Paris. On l'a oublié et les derniers témoins ont été effacés avec les Jeux Olympiques. C'est que la plupart des usines d'armement, d'usines de véhicules, d'aviation étaient autour de la capitale. C'est pour ça que je prenais l'exemple des tranchées abris de Nanterre, c'est qu'on sait qu'il y a des grandes usines qui ont servi aussi sous l'occupation. Et donc c'est rappeler que finalement la pensée militaire n'a pas beaucoup évolué sur la manière d'entreprendre la défense, et que c'est ce même système du camp en tranchée de Paris qui est en quelque sorte repris à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. La différence, c'est que, à la différence des forts qui étaient prévus pour recevoir des garnisons, qui pour la plupart ont été désaffectés, c'est-à-dire jugés inaptes avec l'arrivée des obus perforateurs, et donc les défenses n'étaient plus capables de supporter un siège, mais on va décider avec la mise en place de ce qui n'est pas réellement des bunkers, mais en réalité des casemates, de recevoir tout l'armement que peuvent avoir les canons de marine, les mitrailleuses, l'infanterie, pour pouvoir se défendre. Et que finalement, cette ligne, c'est déjà une ligne plutôt souple, où on imagine que si l'occupant arrive jusqu'aux abords de Paris, les troupes vont amener leur armement dans ces casemates pour défendre, et notamment se défendre de l'avancée des chars sur la capitale. Bonjour, j'aurais deux questions. Une première, peut-être aussi pour Madame la directrice des archives. Est-ce qu'il y a un fonds aux archives qui recense les travaux qui ont été faits pour les tranchées abris de la défense passive? Je pense à Pontoise. Je pense en particulier au collège où j'enseigne, à Chabannes. Et au collège Chabannes, on a eu longtemps des témoins qui venaient à la rencontre de nos élèves et qui nous racontaient, dont un qui est devenu le citoyen d'honneur du collège, qui nous racontait avoir passé son épreuve du baccalauréat au fond de la cour, dans une tranchée, justement, une tranchée abri. Donc, est-ce qu'on a un fonds qui recense ce type de Alors, sur terrain. Les fonds disponibles aux archives, je laisserai répondre la direction des archives du département. Mais ce qui est sûr, et c'était le cas puisque j'ai eu la chance d'être invité par Gonesse pour parler aussi d'archéologie des conflits contemporains, c'est qu'une partie de ces fonds de la dépense passive, comme c'était les communes qui étaient en charge de cette défense-là, c'est les communes qui les conservent. Après, en l'état, ça dépend si certaines communes ont donné leurs fonds ou pas aux archives. Mais par exemple, la commune de Gonesse conserve l'ensemble de ses archives sur la défense passive, c'est-à-dire aussi bien les états des lieux qui servent notamment aux archéologues, puisque les caves qui sont inventoriées sont souvent des caves anciennes,
Et donc on va retrouver du coup des caves médiévales et modernes qui servent aux archéologues spécialistes du bâti, mais aussi les tranchées qui ont dû être mises en œuvre pour notamment la plupart des lieux d'enseignement et qui sont très visibles à travers ces fonds d'archives, et que ponctuellement, c'est ce que je montrais à travers l'exemple de la forêt de Meudon ou à Nanterre, sont redécouverts puisque largement oubliés. Mais dans le cadre de la défense passive, de toute façon, chaque quartier devait avoir ses lieux qui devaient servir d'abri, que ce soit des tranchées ou simplement des caves. Et donc ça faisait partie du quotidien jusqu'en 1944 des civils que de devoir s'abriter soit dans ces tranchées, soit dans ces caves collectives. Alors, je donne le complément côté archives départementales. Donc, effectivement, nous n'avons pas de fonds d'archives spécifiques. Ça s'explique aussi parce que tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, on était dans le département de Seine-et-Oise et ce sont plutôt les archives départementales des Yvelines et de l'ancienne Seine-et-Oise qui ont conservé les données générales qui avaient pu être regroupées par la préfecture de l'époque. Et je confirme aussi que c'était bien de la compétence communale. Donc, vous avez parlé de Gonesse. Moi, je sais que dans les archives communales de Cormeilles en Parisis, on trouve des documents identiques qui recensent, qui cartographient l'implantation de ces abris. Et si vous aviez assisté à la reconstitution du camp américain dans les jardins de la Couleuvre à Pontoise, les archives municipales de Pontoise avaient également exposé un plan montrant ces implantations. Alors ça ne veut pas dire que nous n'avons pas aux archives départementales du Val d'Oise des informations éparses sur la défense et les abris, tout simplement au travers d'archives familiales. Vous en avez un exemple dans l'exposition dans le hall juste à côté, puisqu'il y a une besonnaise qui a marqué sur un petit carnet toutes les dates et heures des bombardements aériens sur le pont de Beson qui étaient d'importance stratégique. Et donc, on n'a pas forcément l'implantation de l'abri, mais on sait qu'elle s'y est réfugiée très régulièrement. On a également récupéré un brassard de défense passive et des instructions de quelqu'un qui habitait à La Roche-Guyon, mais qui en fait était responsable de la défense passive dans un quartier parisien. Et donc, on a toutes les instructions qui pouvaient être données aux, je ne sais pas comment les appeler, les chefs d'équipe qui coordonnaient l'intervention des bénévoles chargés de rassembler les habitants et de s'assurer, îlot par îlot, que les habitants étaient mis à l'abri. Donc ce n'est pas une notion de cartographie qu'on aura aux archives départementales, mais plutôt des informations éparses sur comment les Valdoisiens ont pu ressentir et vivre les bombardements. Et ce qui est intéressant dans cette compréhension, c'est que lorsqu'on regarde la ligne Chauvinot, c'est-à-dire pensée dès 1931, la ligne défense antiaérienne autour des années 1935 et la défense passive prévue dès 1938, même si on parle que de confine mai-juin 1940, il faut bien se rendre compte qu'on a largement préparé la guerre et qu'une grande partie de ces dispositifs prévus ont été en fait surtout utilisés sous l'occupation allemande par la population civile. Ouais, je voulais revenir sur la ligne Chauvinot. En fait, comme elle date des années 30, donc elle était encore du début des années 30, donc elle était encore dans l'idée de la guerre de 14-18. Et donc l'évolution, c'est prendre en compte en 1935 la défense aérienne, c'est ça, ou il y a eu d'autres éléments de modernisation? C'est sûr que les éléments clés de la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour ça que j'évoquais le début de la guerre d'abord par les bombardements, puisqu'on a ce changement de théâtre qui est cette troisième dimension, qui est celui du ciel.
Et sans vous faire des cours d'histoire, vous savez qu'une grande partie de la guerre, on sait qu'elle est perdue dès 1942, ou quand l'armée allemande n'a plus les moyens de se défendre, et que dès 1942, des raids aériens peuvent atteindre l'Allemagne. Sur la ligne défensive, c'est plutôt ce que j'appellerais de la théorisation militaire. C'est que finalement, on est resté dans cette idée qu'il fallait toujours défendre Paris. Et donc, les systèmes de forts, il faut se rendre compte que les forts serrés de rivière ont été pensés en 1870, réalisés de 1870 à 1874, pour être, pour certains, désaffectés dès le début de la Première Guerre mondiale, même avant, puisqu'ils ne pouvaient pas être défendus. Et donc, il ne faut pas forcément faire le lien, et les historiens, dont je me fais simplement le relais de ce que j'ai la chance de pouvoir lire, il y a quand même une rupture, puisqu'il faut se rappeler, et c'est ce que disent beaucoup d'historiens, c'est qu'on n'est pas dans une guerre de revanche, dans une guerre. Les Français ne veulent pas la guerre en 1940. Et que, en fait, finalement, cette ligne défensive, elle est mise en place tardivement, mais elle est envisagée quand même par les gens qui ont l'intelligence militaire et qui savent que c'est une guerre qu'il faut préparer. C'est simplement que la manière dont on l'a préparée, c'est comme pour le camp en tranchée de Paris, c'est que cette ligne Chevinot ne va pas servir finalement à grand-chose, hormis au moment de la défense du lieu de passage à l'Isle-Adam de l'Oise. Et en fait, le conflit va s'arrêter parce que Paris est déclarée ville ouverte. Et on aurait peut-être eu d'autres combats sur cette ligne Chevinot, de la même image que ceux menés à Dunkerque, c'est-à-dire certains corps militaires français qui vont défendre jusqu'au bout face à l'avancée allemande. Mais c'est plutôt ce qu'on appellera la théorie militaire, c'est-à-dire que finalement, en 150 ans, elle n'avait pas beaucoup évolué dans l'idée de cette idée de défendre la capitale. Aujourd'hui, on le sait par rapport au conflit contemporain, que les questions de distance ont beaucoup évolué. Et ça aurait pu être des acquis déjà, puisque à la fin du conflit de la Première Guerre, Paris est déjà accessible par les bombes allemandes. Bon, 2 ou 3 anecdotes et ensuite j'ai une question un peu plus profonde. On vous remercie pour la solidité du dossier que vous avez établi. Et on pense que vous n'allez sûrement pas vous arrêter là maintenant que vous avez commencé. Il y a encore beaucoup de travail à faire, vous ou des collègues. Bref, donc moi je fais partie de l'archéologie puisque je suis né en 40. Et donc quand j'étais gosse, je me baignais dans ce qui est devenu de l'archéologie, c'est-à-dire que les rives de l'Oise ayant été abondamment bombardées ainsi que la forêt de Cassan, eh bien on allait se baigner à Champagne au trou de bombe et on allait se baigner côté de l'Isle-Adam au trou de bombe aussi. C'est-à-dire que les bombes avaient entaillé la rive et ça faisait comme une petite baie où le sable s'accumulait, ça faisait des petites plages. Voilà. Alors deuxième chose, il y a aussi des vestiges qui peuvent rester, des forteresses, des avions qui sont tombés. Par exemple, moi, toute mon enfance, on allait se balader à un endroit où une forteresse volante abattue au-dessus de Parmain et avait continué de voler encore pendant 2 kilomètres pour tomber dans le bois de la Tour du Lait, endroit que je connais bien puisqu'on allait y ramasser des choses encore 10 ans, 15 ans après, des vestiges. Il y avait 9 conducteurs, dont dans l'avion, des Canadiens surtout, il y avait eu quand même un rescapé. Et alors, ce qu'on faisait aussi quand on était gosse, c'est qu'à propos de la ligne Chevinot, elle n'a été construite que pendant la drôle de guerre, en toute hâte, au dernier moment, pendant la drôle de guerre. Et vous avez bien fait de dire que c'est surtout des amateurs qui au début là ont fait les travaux, comme Philippe Bosquer, comme René Boteau pour l'Isle-Adam et comme Frédéric Gondron pour Gouvieux, etc. Alors, en ce qui concerne ma question, c'est que quand j'étais gosse, j'avais 4 ans et demi au moment des énormes bombardements de Août 44, j'aimais vous dire qu'on s'en souvient, hein, et de Nogent, etc., et de toutes les horreurs, et puis les fusillés de l'Isle-Adam. Moi, j'avais 4 ans et demi, mais j'entendais parler de tout ça. Hein. Quand on est petit, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Hein.
Et en ce qui concerne les carrières, je présume que vous allez ajouter un jour un chapitre sur l'utilisation des carrières. Pour nous, c'était Parmain et Jouy-le-Comte, mais il y en avait partout, et je ne parle pas de Saint-Leu-d'Estran et de la forêt de l'Isle-Adam. Ça serait intéressant de faire un chapitre sur ce qui reste de cette utilisation des carrières. Du moins, il ne reste peut-être pas grand-chose dedans, mais les montrer, pour montrer dans quoi les Allemands évoluaient. Totalement. Ce que je me suis efforcé de faire aussi à travers cette présentation, et merci pour vos témoignages, c'est de ne parler que de l'archéologie qui a fait l'objet d'autorisation. Et donc que ça soit bénévole ou professionnel, qui ait un but aussi de restitution de cette histoire au public. C'est-à-dire que malheureusement, on le sait que la militaria fait partie des sujets problématiques quand on parle d'archéologie des conflits contemporains, c'est-à-dire des pilleurs, soit pour leur collection personnelle, soit dans des buts mercantiles, qui vont s'intéresser à ces sites. Les sites d'occupation allemande, notamment Nucourt, sont bien connus aussi par les spéléo-amateurs. Ce sont aujourd'hui des carrières qui appartiennent à des privés, qu'on connaît, mais qui ne souhaitent pas, pour l'instant, qu'il y ait des travaux historiques qui soient menés, parce qu'ils sont souvent embêtés par des parties illégales. Et donc, l'idée aussi, c'est de parler d'une archéologie en construction, comme aujourd'hui, qui peut être restituée largement, et notamment sur la partie ligne Chevinot qui reste méconnue, d'éviter ce qui a pu être arrivé à Saint-Ouen-l'Aumône, c'est-à-dire qu'en méconnaissance de ce patrimoine, à rebours, on met des plaques sur des choses qui finalement est un des derniers éléments matériels du conflit. D'un point de vue carrière, c'est vrai que l'occupation allemande s'en est beaucoup servie, avec notamment aussi à Mériel et d'autres lieux. Sur les sujets qui me semblent plus intéressants, c'est pour ça que je l'ai évoqué à plusieurs reprises, je pense que le sanatorium d'Incourt est un lieu de mémoire important pour le département, à l'échelle nationale, et que ça fait partie des rares lieux de mémoire avec Drancy, qui témoignent aussi, à différentes périodes de la guerre, de cette solution finale, puisque au final, le sanatorium d'Incourt servira comme camp de femmes et d'enfants qui seront destinés à Drancy vers les camps de la mort, et qu'au même titre que ça a été fait pour le camp d'Émile autour de Marseille, c'est aussi rappeler que au-delà des faits de guerre, et moi mon rôle c'est surtout ça, c'est de réveiller une mémoire collective qui est une mémoire aussi où quand on pense Val d'Oise, on pense pas forcément Seconde Guerre mondiale, alors que ça a été un théâtre des opérations, d'abord par ces aérodromes, par ces infrastructures, par le fait d'avoir été quand même le 3e centre européen pour les V1 et V2, par rapport aux différents actes que vous donniez comme faits de guerre, c'est-à-dire qu'on parlait des faits de résistance, mais une grande partie de la résistance civile s'est faite aussi en recueillant des pilotes anglais, américains, néo-zélandais, sans faire partie de réseaux, simplement aussi pour des gens qui ne se voyaient pas abandonner un pilote qui était tombé avant qu'il soit reconduit dans des réseaux structurés. Et donc, comme je l'ai fait pour le cas de Gennevilliers avec cet acte de défense civile, c'est que la plupart des gens n'ont pas été résistants, mais par contre ont fait preuve de résistance et de résilience face au théâtre dans lequel ils étaient projetés, qui était celui de la guerre. C'était pour ça que c'était important d'évoquer que la défense passive faisait partie du quotidien des Valdoisiens, qu'il y a eu des dommages et des morts parce qu'ils étaient proches d'infrastructures. Et j'ajouterais même, alors c'est souvent ce que j'ai bien expliqué, il faut imaginer que la vie au quotidien avait un grand changement. C'est-à-dire que même s'il y avait des véhicules, la plupart n'ont pas d'essence pour les civils. Et donc il y a une anecdote, mais qui ne l'est pas, qu'ont montré les travaux des historiens, c'est qu'il va y avoir une recrudescence en fait, d'actes de vol de vélo. Et c'est pas parce qu'il y a plus de vols de vélo, c'est juste que le vélo devient très important durant la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est le moyen principal de locomotion pour se rendre d'un lieu à un autre. Et que ne plus avoir son vélo, en fait, c'est d'être privé du lien vers la vie professionnelle, vers le lien social, mais c'est une population cycliste en grande partie. Et quand on voit dans les films de guerre cette image de tous ces barrages sur lesquels les gens s'arrêtent à vélo, c'est cette image-là, et notamment autour de Véteuil, qu'il faut imaginer autour de ce site d'entraînement de la Luftwaffe. Pour les témoignages que vous donniez sur les mares,
J'aime bien prendre l'exemple aussi de travail qu'a fait Dominique Vardon, qui est là aujourd'hui, en tant que forestier de l'Isle-Adam, où il a réussi aussi à transformer ce patrimoine archéologique de la Seconde Guerre mondiale, de cette route bombe, en patrimoine environnemental, puisqu'ils ont été réhabilités en tant que zone humide pour accueillir la faune et aussi la diversité biologique du département. Et donc, voilà, comme à Verdun, où on sait que la nature reprend ses droits, l'Isle-Adam aussi a repris en main cette archéologie qui est devenue aujourd'hui patrimoine environnemental avec ses anciens trous de bombe qui sont devenus des mares pour accueillir une faune diverse. Oui, pour revenir un petit peu sur la forêt de Montmorency, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même les carrières de Bessancourt, qui ont été quand même plus ou moins lieu de stockage de V2, etc., et puis qui a été réoccupé par l'armée française après. Et ils y sont toujours, hein. Et ils ont réactivé la base, là. Tout à fait. On peut penser aussi, je parlais de la Roche-Guyon, surtout autour du QG, mais on sait qu'il y a un important lieu de stockage qui a été construit aussi, qui a été relevé entièrement et modélisé. Voilà. Il faut s'imaginer vraiment, c'est pour ça qu'avec Roselyne Chapeau et Claire-Gaëlle Renaud, dans le titre, on voulait parler de paysage militarisé, puisqu'en fait, l'ensemble du territoire est mobilisé par l'occupant. Et que même si ce n'est pas directement le lieu de champ de bataille, le fait qu'il y ait beaucoup de sites stratégiques va faire appel quand même à des centaines de bombardements sur le département. Et après, très vite, une fois que les terrains sont libérés, les théâtres des opérations vont se déplacer et finalement, après 1944, il se passe peu de choses liées à la Seconde Guerre mondiale sur le territoire, ou en tout cas directement liées à des aspects archéologiques. Moi, je voulais revenir sur la question de comment rendre visible aujourd'hui, finalement, ce patrimoine sur le territoire, parce qu'on voit bien qu'il est fragile, parce que méconnu, parce que tout simplement il vit. J'ai beaucoup aimé les écorces gravées des soldats américains et qui ne peuvent survivre que par la photographie. Vous évoquiez également le site du sanatorium d'Incourt, avec toute la difficulté, finalement, il y a une stèle, il y a des commémorations annuelles qui entretiennent cette mémoire, mais on est face à un bâtiment gigantesque, un paquebot d'ailleurs, qui est certes... alors je ne sais plus s'il est juste inscrit ou classé monument historique, mais qui pose la question de sa conservation et de sa réhabilitation. Et donc, maintenir dans le paysage ces vestiges, c'est pas toujours simple pour les communes ou pour les privés, puisqu'on parlait des carrières. Et finalement, si on n'arrive pas à maintenir, au moins... garder trace, alors je parle en tant qu'archiviste, par des reportages photographiques ou par des outils pédagogiques. Dans le Val d'Oise, on essaye, avec l'application et le site internet Val d'Oise My Balade, de pouvoir jalonner le territoire par des petites fiches grand public qui permettent à des randonneurs ou à des visiteurs qui arriveraient sur un lieu de pouvoir avoir un petit peu cet éclairage mémoriel et de se sentir investi par l'histoire du paysage. Le conseil départemental aussi s'est mobilisé sur le bois du Chêné. Et c'est vrai qu'on a envie de pouvoir valoriser ces lieux tout en les respectant dans leur évolution naturelle et dans les risques qui peuvent encore présence de bombes ou risque de vandalisme, comme vous l'évoquiez. Mais c'est vrai que c'est difficile de maintenir dans le paysage des traces qui deviennent de plus en plus fugaces. De plus en plus fugaces, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, par l'usage des réseaux sociaux, le sanatorium d'Incourt, les carrières de Bessancourt, celles de sont très connues dans ce qu'on appelle la pratique maintenant de l'urbex, c'est d'aller de manière illégale sur des lieux privés à valeur historique pour l'aventure
Et donc ça, c'est un vrai problème dans la question de conservation de ces lieux, notamment quand ils sont à la charge de la commune ou d'un particulier, de comment sécuriser avant tout ces lieux. Et c'est vrai que c'est pour ça que je prenais l'exemple du camp des Milles, c'est-à-dire que évidemment le sanatorium d'Incourt, c'est un énorme paquebot. En revanche, le camp des Milles, c'est pareil, vous n'avez pas de mobilier, vous n'avez pas de choses. Par contre, il y a eu des choix scénographiques pour documenter à l'intérieur, à travers des archives, à travers des éléments vidéo, ces lieux pour aussi évoquer une autre manière, la Seconde Guerre mondiale, qui ne passe pas uniquement par la visite du mur de l'Atlantique, qui passe aussi par ces parcours individuels dans lesquels s'engagent les archives départementales par ce travail de collecte autour de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire avec la disparition des derniers témoins, qui légitime encore plus le travail des archéologues, le fait qu'on va à la recherche aussi de figures, comme fait par exemple le musée de l'Ordre de la Libération, de parcours individuels qui parlent à un public où très vite, oui, aujourd'hui, vous parlez de Seconde Guerre mondiale, ça ne parle pas à des collégiens ou des lycéens, à juste titre, puisque leurs grands-parents n'ont pas connu pour la plupart la Seconde Guerre mondiale. Ce qui n'était pas mon cas ou le cas de la plupart des gens de la salle. Bonjour, je reviens sur le... Vous parlez des camps d'Incourt, enfin des sanatoriums d'Incourt, je connais bien puisque j'habite Incourt. Et donc, concernant le bâtiment qui actuellement a été racheté par le groupe François Ier en réhabilitation pour faire des appartements, le deuxième est actuellement en activité puisque c'est de la rééducation. Et il y en a un troisième derrière qui est complètement dans la forêt, qui serait également racheté par François Ier. Est-ce que vous avez pu, avant le début de ces travaux, effectuer des fouilles et retrouver quelques vestiges, si je puis dire? Alors, effectuer des fouilles, non. Par contre, c'est un camp qui est bien connu, puisque comme je le citais, c'est qu'il faut savoir que la première répression avec l'arrivée du régime de Vichy, c'est face surtout à un mouvement politique où l'ensemble des députés, sénateurs et militants communistes vont être internés. Et le Parti communiste, à l'orée de la guerre, va lancer beaucoup de travail pour témoigner. Le seul monographie à ma connaissance d'Incourt a été financé par le Parti communiste dans les années 80 ou 90. Aujourd'hui, c'est des aménagements. C'est pas le premier groupe, je crois, qui s'intéresse au sanatorium. C'est compliqué puisque, comme c'est évoqué, c'est classé aussi. Et c'est pour ça que je parlais de mise en valeur, puisque c'est aussi dans un écrin de verdure assez incroyable. Voilà. Mais beaucoup de questions, puisque comme je le disais, c'est qu'on sait qu'il y a quand même plusieurs centaines de gens pendant plusieurs années qui ont été atteints. Donc forcément, ça a laissé des traces archéologiques. Je parlais du fort de Romainville, mais on le sait qu'à Drancy, de nombreux graffitis ont été laissés par les gens qui ont été internés. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est des gros projets mais qui n'ont pas fait l'objet de mise en œuvre réelle d'aménagements, sachant que pour le sanatorium d'Incourt, il ne s'agit que d'un des bâtiments. Et je sais qu'il y a plusieurs projets qui ont été déjà rejetés parce que justement, ça dénaturait architecturalement aussi ce patrimoine qui vient témoigner d'une architecture du début du XXe siècle. Voilà. Mais c'est une grosse interrogation puisque malheureusement, dans les témoignages qui ont pu être faits il y a peu de temps par les journalistes sur le camp de Drancy, je crois qu'il y a 80% des gens qui habitent les bâtiments de l'ancien camp de Drancy qui ne savent pas que ça a été un lieu d'internement. Il y en a de même pour les gens qui habitent la commune d'Incourt, beaucoup qui arrivent, donc ils montent la rue de la Bucaille, donc qui mène 3 bâtiments. Plein de gens ne savent pas ce qui s'est passé. Plein de gens ne savent pas ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire, personne ne sait, quoi. Et si j'en ai parlé, c'était non seulement parce que c'est important pour le Valois, mais c'est surtout exceptionnel. C'est-à-dire que des centres d'internement, vous en avez très peu en France. Et donc celui d'Incourt fait partie des rares centres d'internement et qui serait à... En tout cas, il y a un travail mémoriel à faire parce que
on a très peu de lieux de mémoire au sens positif, c'est-à-dire qui vient permettre de discuter histoire avec le grand public, avec les lycéens et les collégiens en région Île-de-France. C'est-à-dire que vous allez au musée de la Shoah, vous allez au musée de l'Ordre de la Libération, mais peu de témoignages sur les populations civiles et les parcours individuels et les lieux d'internement. À Drancy, vous avez un élément de la voie ferrée, un wagon qui reste pour témoigner de ça. Mais voilà, il y a finalement peu de lieux qui auraient en plus, je pense, comme le Camp des Milles, un vrai public. Parce que c'est une manière aussi d'évoquer une histoire du territoire importante. Dernière intervention ici. C'était juste pour rebondir sur un cours, dire qu'il y a le regard historien, mais dans le passé, il y a eu aussi un regard artistique. À l'abbaye de Maubuisson, il y a eu... alors je crois que c'est un collectif d'artistes qui avait refait des photos du camp d'Incourt et qui avait traduit l'émotion qu'elles avaient ressentie sur le site, et ça avait donné lieu à un catalogue. Ça peut être aussi un moyen pour amener la jeune génération à la compréhension, ou en tout cas la prise en compte d'un site mémoriel. Oui, alors moi, c'est toujours aussi sur un cours où j'emmène des élèves, enfin pas sur le site même, mais aux commémorations chaque année. Et pour avoir vu dernièrement, j'ai eu cette chance de voir les graffitis à Romainville, au fort de Romainville. Est-ce qu'il y a eu un inventaire, un minimum de choses faites sur les graffitis dans le camp? Mais je pense que vous avez déjà répondu, en fait. Il n'y a pas eu de... Sur Romainville, oui, ça a été fait. Et sur un cours sur un cours, pas à ma connaissance. Après, c'est vraiment important ce que vous disiez sur le fait de faire prendre conscience en mémoire. En archéologie programmée, je mène une fouille sur un cantonnement de la Première Guerre mondiale de régiment de Zouaves dans l'Essonne. Et en un siècle, les gens ont oublié que pendant la Première Guerre mondiale, vous avez eu 3000 soldats qui sont venus continuer à suivre leur instruction militaire. Donc on transformait pareil l'ensemble du territoire par leur présence, avec aussi les bruits de la guerre, puisque vous aviez des lieux d'entraînement à la mitrailleuse, vous aviez aussi des lieux de la vie courante, c'est-à-dire le chapelain militaire avec la chapelle, les marches militaires, les spectacles aussi pour animer. Et donc en fait, on s'aperçoit très rapidement que la mémoire s'efface. Parce que en 2 générations, la mémoire d'un conflit disparaît aussi. C'est pour ça que la matérialité qu'amène l'archéologie permet aussi de réveiller cette mémoire locale et cette valorisation de ce patrimoine, que ce soit à travers, comme aujourd'hui, des conférences, mais aussi évidemment le travail scientifique qui est restitué aux collectivités qui peuvent aussi s'en emparer dans le cadre d'éducation artistique et culturelle ou justement dans le cadre de commémorations qui ne sont pas là pour valoriser, glorifier le fait militaire, mais surtout se rappeler la plupart du temps de ce qu'a pu subir la population civile durant ces conflits. Et voilà, c'est des temps qui sont importants, mais c'est pour ça qu'aussi, comme vous l'évoquiez autour des carrières, en fait, la présence et le paysage militarisé de la Seconde Guerre mondiale est partout dans le Val d'Oise. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces questions très intéressantes. Merci encore à Pierrick Tigréa pour son intervention. Et puis, pour ce qui concerne les archives départementales, on vous donne rendez-vous donc à la rentrée pour le nouveau cycle de conférences. Et n'hésitez pas à venir, je fais de la pub pour les journées du patrimoine. On sera ouvert, il y aura toujours l'exposition, il y aura plein de surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir nous voir, on reste ouvert. Bonne fin de journée et bon été et bel été à vous.